Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Alors vous le savez, je n'ai pas l'habitude de réagir sur l'actualité en principe, mais j'ai lu et entendu tellement de choses aujourd'hui en ce centenaire de la journée des droits des femmes. Notamment que c'était ringard, inutile, que cette journée rabaissait les femmes, que cela m'inspire quelques réflexions. Je vais passer très vite sur des points dont vous avez dû entendre beaucoup parler, l'inégalité des salaires entre hommes et femmes, les postes de pouvoir, notamment les conseils d'administration, majoritairement détenus par des femmes, le temps partiel, 8 fois plus élevé chez les femmes et très souvent subi, les centres d'IVG qui ferment, victimes de la restructuration hospitalière. En France, pays dit civilisé, 157 femmes sont mortes l'année dernière sous les coups de leurs compagnons. Et dans le monde, combien de femmes sont privées de scolarité, mutilées, lapidées, victimes de crimes d'honneur parce que nées femmes? Alors oui, une journée des droits des femmes, c'est peu, certes, mais c'est déjà ça pour nous rappeler qu'il ne faut pas oublier ces femmes qui partout dans le monde défendent parfois au prix de leur vie le droit d'exister tout simplement. Et à ceux qui disent que le féminisme est ringard, qu'ils n'oublient pas que là où le droit des femmes régresse, c'est la démocratie qui recule. Allez, maintenant je vous laisse la parole comme tous les soirs. La ligne est ouverte au 39 21 où vous attendent Clémence et Assiba avec la complicité de Fabrice Faugerousse qui réalise cette émission. Et pour tous vos commentaires, toutes vos réactions, eh bien vous avez comme d'habitude les courriels sur le site dublanche.europe1.fr ou les SMS au 7 21 21 code nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Robert. Bonsoir et merci de m'avoir sélectionné. Oui, je vous en prie. Justement, vous vouliez parler de la journée, du centenaire de la journée des droits des femmes. Oui, parce que je pense que l'homme n'a pas beaucoup de droits de nos jours. On vit dans une société qui est extrêmement misandre. Vous parlez souvent de la violence faite aux femmes. Pensez-vous à la violence faite aux hommes? Que voulez-vous dire? Il y en a moins, mais il y a assez constamment. Vous voyez, par exemple, dans la région où j'habite, là, il y a pas longtemps, il y a une femme qui a arrosé son mari avec l'huile bouillante de la friteuse. Ça fait 3-4 lignes, un tout petit article à l'intérieur du journal local. Si c'était le contraire, on en aurait eu pour au moins 8 jours à la télé, il y aurait ni pute ni soumise qui aurait fait des marches et ainsi de suite. Alors, il vaut moins cher ce gars-là, non? D'après vous, il faut pas grand-chose, hein? Je ne crois pas. Vous avez toute violence est inacceptable, hein, qu'elle provienne de la part d'une femme ou de la part d'un homme. Que ça vienne de la part de n'importe qui. Mais pourquoi est-ce que toujours c'est orienté dans le même sens? Parce que malheureusement, les chiffres sont là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui sont malheureusement victimes également de violences de la part de leurs compagnes. Mais alors, cela existe. À partir de combien de cas que c'est mal? Mais un cas est déjà trop.
Un camp est déjà... Maintenant, Robert, je vous trouve excessif quand vous dites que l'on vit dans une société misandre, parce que, vous savez, quand je dis 157 femmes sont mortes en 2009 sous les coups de leurs compagnons, vous trouvez qu'on en a énormément parlé de ces 157 femmes? Vous pourriez me décrire toute leur situation? Moi, on parle beaucoup plus que des hommes. J'en suis bien incapable, personnellement. Je ne les connais pas toutes, je ne connais pas leur histoire. Bah non, moi je ne les connais pas. Mais non, elle reste anonyme, malheureusement. La société est misandre dans l'ensemble, tout de même, parce que nous, on n'a qu'un droit, on est les boucs émissaires. On a tous les défauts de la Terre. Pourquoi vous sentez-vous tant concerné en tant qu'homme, puisque il ne s'agit pas, là évidemment, il ne s'agit pas de dire que tous les hommes sont violents, bien heureusement. Il s'agit de combattre la violence. On n'est pas si violent que ça quand même. Oui, pourquoi vous sentez-vous, vous aussi, autant concerné? Disons que je ne me sens pas autant concerné, mais ça me scandalise un peu de toujours entendre des choses pareilles. Alors, d'autre part, quand vous parlez de violence, bon, on va prendre ce cas-là, par exemple, vous parlez de violence. Bon, il y a des violences, je dirais, avec et sans circonstances atténuantes, de la part des hommes comme des femmes d'ailleurs, parce que vous avez des gens qui sont violents par nature, comme ça, ils sont violents parce qu'ils sont violents. Bon, maintenant, quand vous avez la femme qui veut rentrer son mari de 8 jours en vacances avec sa meilleure copine, ou la femme qui était partie 8 jours en vacances aux Canaries avec le meilleur copain de son mari, évidemment, quand elle rentre à la maison, vous savez, le conjoint a pas mis forcément la bouteille de champagne et préparé la gerbe de rose, hein. Non? Bah, ça se comprend. Oui, voilà. Je ne vous le fais pas dire. Ça se comprend, mais enfin, de là à frapper. Oui, il vaut mieux éviter. Ça, c'est vrai. Oui. Mais enfin. Mais on peut tous être susceptibles. Comme vous le disiez, ça se comprend un peu quand même. Non, mais ça se comprend. Pas de frapper, mais une chose est sûre, c'est vrai que je me souviens d'une émission que j'avais faite un après-midi avec un excellent psychiatre, le docteur Zaguri. On parlait des crimes passionnels, et c'est vrai que lui-même avait eu cette réflexion qui, pouvait un peu choquer à ce moment-là, mais hors contexte, il me pardonnera s'il écoute, qui disait il vaut mieux ne pas avoir d'armes chez soi parfois, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, pris dans un coup de sang, un coup de... Malheureusement, il disait si on rentre, qu'on trouve sa femme avec son amant ou l'inverse, vous voyez, malheureusement, on est tous animés de pulsions comme ça agressives et de pulsions violentes. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Effectivement, comme vous dites, ça pourrait se passer. Alors, c'est pour ça que je pense, moi, que quand on entend toujours parler on cogne constamment sur les hommes, et c'est ceci, et c'est cela, c'est un peu choquant, je trouve. Mais notez que je ne me plains pas, et puis ce que j'en dis, là, c'est d'une manière générale. Vous voyez, alors par exemple, vous voyez, il y avait cette histoire de violence. Tout à l'heure, dans la journée, plusieurs fois, on a entendu parler du partage des tâches ménagères. Mais ça veut rien dire du tout. Et vous n'allez pas me dire que tous ces gens qui vous parlent de partage ménagère, des tâches ménagères, point, c'est tout, ils sont idiots à ce point-là quand même. Parce qu'il y a des tas de choses différentes. Qu'est-ce que les tâches ménagères? Le ménage, la cuisine? Mais est-ce qu'on met la tonte de la pelouse, la taille de la haie, rentrer le bois pour la cheminée, vidanger la voiture, déboucher le siphon de l'évier? Parce que ce qui compte, c'est pas de faire telle ou telle tâche, c'est de faire quelque chose dans un couple. Alors évidemment, si vous avez par exemple un jeune couple qui habite dans un petit appartement, ils n'ont pas d'enfants, rien, les tâches ménagères sont pas du tout les mêmes qu'un couple un peu plus âgé, qui a 2 ou 3 enfants, une maison, un terrain à entretenir. C'est pas du tout pareil. Alors, comment est-ce qu'on peut dire des âneries pareilles? Enfin, je m'excuse auprès des ânes, qui sont des animaux très sympathiques d'ailleurs, mais comment peut-on dire des âneries pareilles? Parce que, alors, nous, on serait feignants, on fait rien, vous vous rendez compte un peu? C'est tout de même inadmissible. Si on disait, imaginez inverser les rôles. On en dirait autant sur les femmes. Tout le monde serait scandalisé. On en a beaucoup dit sur les femmes. Tout le monde serait scandalisé, voyons. Robert, on en a beaucoup dit sur les femmes. Oui, il en est
ai dit, mais enfin... Et on continue à en dire. Pas au point de... On s'est longtemps demandé si elles avaient une âme, hein. Ah oui, mais... Pour ne dire que ça, bon... Oui, mais enfin, hein, ça, c'est... Si pour sourire un peu, mais bon... Si vous remontez à... heureusement qu'on arrive... On a brûlé les sorcières, c'est vrai qu'il y a 200 ou 300 ans... Mais vous savez, l'obscurantisme est très présent, et pas si loin que ça de nous. C'est pas si loin que ça, même en France, il y a encore des jeunes femmes, des jeunes filles qui subissent des mariages forcés. Il y a encore, je parlais des crimes d'honneur ou dans certains pays où lorsque la femme est violée, c'est elle que l'on tue, que sa famille décide de tuer pour laver l'honneur de la famille. L'agresseur pendant ce temps court tranquille. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, évidemment. Je ne dirais pas jusque-là quand même. Oui, ça, ça serait du déni. Seulement, je pense que des fois, il y a tout de même un certain déséquilibre, parce que actuellement, j'ai l'impression qu'on sert de bouc émissaire, et puis que... Hein, alors, il y a tout de même des choses. Regardez, vous remontez un peu dans le temps. Bon. Eh bien, actuellement, on entend souvent des gens parler du fait que, dans le temps, les femmes ne travaillaient pas. Oui. Bon. Vous savez, moi, mes 2 grands-mères travaillaient. Oui. Ma grand-mère maternelle travaillait dans une usine. Oui. Ma grand-mère paternelle était lavandière. Elle allait chercher le linge chez les gens avec une brouette. Oui. Et elle avait au lavoir, dans l'eau froide, à genoux dans l'eau froide. Et si elles avaient entendu des imbéciles dire dans le temps les femmes ne travaillaient pas, elles devaient imaginer qu'elles travaillaient. Hein? Ma mère a commencé à travailler à l'usine, au tissage, en Vendée, en 1925. Et elle avait 12 ans. Et elle faisait 10 heures par jour. Comment peut-on dire maintenant que des femmes comme ça ne travaillaient pas? C'est scandaleux. Oui, non, le travail des femmes a toujours existé. Hein. Ça dépend dans quel... Mais ça dépend dans quel milieu. Ça dépend dans quel milieu. Hein. Ça dépend dans quel milieu. Voilà, la bourgeoisie... la femme du notaire ou du docteur, du patelin, exactement. ne travaillait pas. Non. Ne travaillait pas à l'extérieur. Madame la comtesse ou dans l'aristocratie, évidemment, mais les hommes non plus ne travaillaient pas là. Mais autrement, dans les couches, dans les classes populaires, paysans, ouvriers, tout ça, les femmes travaillaient, les femmes ont toujours travaillé. Mais pendant la guerre, de toute façon, les femmes, là, les hommes étant partis, pendant les guerres, les femmes ont dû travailler. C'est elles qui ont fait tourner l'économie. Je ne comprends pas que maintenant on puisse nous dire les femmes ne travaillaient pas. On est dans l'ouest de la France, là, un peu. Donc, il y a eu une grande usine qui s'appelait Bessonneau à Angers. Ça employait majoritairement des femmes dans les années 1900 jusqu'en 1950. Mais que voulez-vous dire par rapport au discours qui se tiendrait aujourd'hui? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport... Eh bien, c'est une ineptie de dire avant les femmes... Je pense que c'est scandaleux de dire... Oui, ce sont des inepties. Et je me demande pourquoi il est dit des choses pareilles. À quoi est-ce que ça sert de dire les femmes ne travaillaient pas alors que les ouvrières qui se tapaient 10 heures, 12 heures au tissage, aux filatures et tout ça, croyaient que c'était marrant pour elles? Maintenant, elles entendraient dire qu'elles travaillaient pas, je sais pas ce qu'elles en penseraient. Hein. Non? Parce que, comme vous dites, oui, vous avez raison, c'était certains milieux ouvriers, milieux paysans, et les autres, effectivement, les femmes étaient cantonnées à la sphère privée, à la sphère domestique. Une femme ne devait pas se commettre dans le monde du travail. Oui. Mais on voit aujourd'hui, notamment aux États-Unis, le retour d'un discours comme ça où enfin, il y a tout un discours visant à ce que les femmes restent à la maison, s'occupent de leurs enfants. Alors là aussi, si telle est leur liberté, si tel est leur choix, évidemment, il n'y a aucun problème. Mais il y a tout un discours très conservateur là-dessus, disant qu'il serait préférable que le rôle d'une épouse dévouée, d'une mère aimante, est de rester dans ses foyers. Ça, c'est plus préoccupant. Aux États-Unis, je parle. Oui. Oui. Mais
Après, je pense que de toute façon, des choix comme ça, c'est à chacun de les faire, quoi, parce que Oui. il y a des femmes qui s'épanouiront très bien en élevant leurs enfants et tout ça, et ça dépend aussi de la situation du mari. Quelquefois, s'il gagne suffisamment, encore ça peut se comprendre. Moi, cependant, ce ne sont pas du tout mes idées. Moi, je pense qu'on doit avoir chacun sa situation. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Heureusement, d'ailleurs, qu'on ne sait pas des fois tout ce qui nous attend. Vous vous rendez compte? Mais on ne sait pas ce qui peut nous arriver dans la vie. Et quand on a sa situation, qu'on gagne sa vie et tout, c'est beaucoup mieux pour l'homme comme pour la femme. Bien sûr. Oui, Mais Et je parlais quand même on a aussi, vous avez dû entendre, puisque je vois que vous avez écouté, on a évoqué dans le temps partiel, oui. qui est majoritairement occupé par des femmes. Oui, oui. Et alors on pourrait penser que certaines femmes occupent ces postes-là parce que pour concilier justement une vie professionnelle et une vie de famille, mais on se rend compte que beaucoup le subissent, ce temps partiel. Oui. Alors il y a aussi une autre raison que vous n'évoquez pas là, mais que moi je vais vous donner. Enfin, j'ai l'expérience professionnelle des problèmes de couple, de toutes ces choses-là. C'est pour ça que j'en connais un petit peu plus long que la moyenne des gens. Alors, il y a aussi quelquefois, moi je sais que j'ai posé la question à pas mal comme ça, pas mal de femmes qui travaillent notamment dans des supermarchés, par exemple, à temps partiel. Et elles vont vous dire une chose, c'est que si elles travaillaient à temps complet et qu'elles avaient un salaire un peu plus gros, après, quelquefois, ils paieraient des impôts, le couple payerait des impôts, et n'aurait pas droit à certaines allocations. Alors, ça les intéresse pas. Et moi, à ce moment-là, je leur ai toujours dit, j'ai dit, mais attention, c'est que quand vous allez arriver à l'âge de la retraite, vous vous mordrez peut-être les doigts. Parce que, après, mais le problème, c'est que quand on est jeune, qu'on entend parler de retraite, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux schnock qui me parle de retraite? On ne s'y voit pas du tout. Quand on a 25-30 ans, essayez de parler à des jeunes de 25-30 ans de retraite. Vous allez voir, ça va les faire rire. C'est vrai qu'à 25-30 ans, on ne pense pas à sa retraite et pourtant. Mais oui. Mais cela dit, je crois que dans le temps partiel, il y a peut-être les situations que vous évoquez, de gens qui après passeraient dans une catégorie supérieure et donc paieraient plus d'impôts. Oui. Mais il y a aussi des femmes qui vraiment, je pense aux celles qu'on appelle les hôtesses de caisse dans les supermarchés, qui ont des conditions de travail quand même terribles, avec des horaires très très découpés, où souvent, comme elles habitent loin de leur lieu de travail, elles peuvent pas rentrer chez elles. Il y a un excellent livre très très émouvant de Florence Aubenas où j'ai plus le titre, je sais pas si c'est Quai d'Oustréam ou enfin elle a passé plus de 6 mois avec des personnes qui vivent comme ça de petits boulots, enfin dans des situations souvent très précaires. Alors il n'y a pas que des femmes, il y a quand même une majorité de femmes et où certaines on les appelle pour travailler 1 heure par-ci, parfois entre 3h et 4h du matin, 2 heures par là. Enfin, et c'est un livre merveilleux, très émouvant parce qu'elle décrit évidemment avec c'est une journaliste, une excellente journaliste, et en même temps beaucoup d'humanité, il y a beaucoup d'émotions dans ce livre, et je vous assure que quand on lit ça, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des conditions de travail quand même épouvantables. Vous suscitez, vous avez un franc-parler, donc forcément vous suscitez beaucoup de réactions. Je vais vous en lire quelques-unes qui arrivent par SMS au 7 21 21, et on va accueillir également Pascal, et puis je crois Laurent sera avec nous en direct. Alors, on a... je vais vous lire un petit peu ce qui arrive. Alors, il y a Teddy d'abord, c'est un des premiers qui dit Robert a une drôle de manière de souhaiter la fête des femmes. Marie-Claude qui dit Robert, vous êtes excellent. Annie qui dit la condition des femmes, vaste problème. Le subversif dit le travail des femmes était rétribué jadis comme celui des enfants, ô combien sous-évalué par rapport aux hommes. Un peu de mémoire, mon cher Robert. Non.
Ah non, je suis pas d'accord. Bon. Alors, il y a Marie qui dit, est-ce que Robert souhaite dire que le combat pour l'égalité homme-femme est inutile? Non, pas vraiment, mais je souhaiterais qu'il y ait une meilleure égalité. Une égalité Ben oui, mais c'est plus honnête. Parce qu'il y a des fois qu'on n'a pas l'égalité. Alors, il y a Kader qui dit « Chapeau Robert de la classe du franc-parler, il a défendu les hommes, merci ». Marcel c'est une femme qui dit « Je suis d'accord avec Robert, je ne comprends pas que les femmes battues restent avec leurs conjoints ». Et puis, on va accueillir tout de suite. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui dit lire le livre de Florence Obnas. Oui, c'est ça. C'est je sais pas si c'est Quai d'Oustréam. J'ai plus le titre. C'est son dernier ouvrage. Hein. C'est vraiment un merveilleux livre. Je pense que ça doit être à lire. Faudra que je le lise. Ah oui, vraiment. Je vous le recommande. Là, au niveau de la précarité des conditions du travail, vous allez voir que franchement, c'est pas un choix. Là, bonsoir Pascal. Tout de suite, bonsoir Caroline. On va, pardonnez-moi Robert, on va accueillir Pascal. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Robert. Oui, bonsoir. Donc, excusez-moi, mais bon, j'ai été un petit peu choquée par votre conversation parce que j'ai été une femme battue pendant 15 mois. Donc, je pense que d'ailleurs, on n'en parle pas assez. Sachez que quand on est battu, on a affaire généralement à des hommes, à des gendarmes. Donc, on est souvent plus ou moins, on a honte. Hein, la honte, ça existe. Un homme qui est battu, qui reçoit une gifle par sa femme, il peut aller à la gendarmerie. Entre hommes, ça se passera toujours relativement bien. Donc moi, je suis sortie, Monsieur Robert, s'il vous plaît, je suis sortie d'une situation très compliquée. Hein, donc, je voulais simplement vous dire que nous aussi, les femmes, on sait prendre un taille-haie, on fait des travails d'hommes. Moi, je suis agent de sécurité, je suis maître chien, hein, donc je fais un travail d'homme aussi. Alors, ne rabaissez pas les femmes, s'il vous plaît. Hein. Nous, on a eu le droit à l'avortement en 1976, on a eu le droit de vote en 1945. Nous, les femmes, on était toujours plus ou moins une tare de la société. Comme Caroline le disait, on n'avait pas d'âme. Ma mère, qui a 82 ans, à 16 ans, elle habitait dans le Pas-de-Calais. Elle allait à 5 heures du matin aux mines, trier les gaillettes, comme on dit par chez nous. Hein? Donc je pense que les femmes en font beaucoup plus que les hommes, monsieur. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, que les femmes travaillaient dans le temps. Oui, on travaille encore plus maintenant. Elles continuent à travailler. Mais vous parlez de violences faites aux femmes. Je connais un peu la question, j'étais travailleur social. Mais c'est vrai que c'est inadmissible. Maintenant, il y a tout de même une chose qui est bizarre aussi dans la vie, j'ai remarqué ça dans beaucoup de cas, pour les hommes aussi d'ailleurs, c'est que souvent on se sépare d'un conjoint ou d'une conjointe violente, ou qui boit, ou des trucs comme ça, et puis on en reprend un qui est peut-être pas pire, mais pareil. Quelquefois, moi j'ai connu des cas de femmes qui sont rendues à 3 ou 4 conjoints et elles sont toujours battues. Alors il y a tout de même un problème quelque part, non, attention, il faudrait peut-être faire... Quand on choisit un autre conjoint, il faudrait peut-être... Le problème, c'est que ces femmes-là ne sont pas assez suivies. Donc je pense aussi que Caroline pourrait évoquer le livre « Femmes sous emprise », qui est un super bouquin. Hein, de Marie-France Irigoyenne. Exactement. Donc ça, c'est on va pas en parler là parce que pas de ce livre qui est effectivement très très bien fait, qui décode les mécanismes de la violence psychologique notamment, qui est une des premières à se mettre en place, et puis après s'ensuit souvent la violence physique. Je veux dire, on va pas parler là de la violence parce que on a eu l'occasion, lorsqu'on a eu des témoignages de femmes victimes de violences, de l'évoquer, et on sera malheureusement certainement amené à le réévoquer. Ça serait vraiment simpliste de penser que une femme qui reste avec un homme violent aime les coups. Je réponds à Marcel qui dit mais alors pourquoi elle reste? C'est très complexe, ce qui se joue dans ces relations-là. Il y a souvent quelque chose qui se rejoue
d'ailleurs, Exactement. en relation avec le passé de ces femmes. Exactement. Et puis là encore, pourquoi stigmatise-t-on ces femmes? Parce qu'il y a aussi très peu de structures pour aider ces hommes, parce que la violence, elle tombe pas du ciel, hein. C'est-à-dire que eux-mêmes ont grandi dans des familles où il y avait de la violence, où ils ont pu s'identifier à des personnes violentes. Oui, Donc mais c'est un mécanisme très complexe. Bien sûr, c'est évident. Et donc il y a souvent ce qu'on voit le plus, c'est la peur. Et on voit bien d'ailleurs, même pour celles parmi ces femmes qui ont été tuées l'année dernière, je crois qu'un tiers des hommes avaient pourtant une mesure d'éloignement. Tout à fait. Du domicile. Donc, quand on dit elles ont peur, on comprend aussi les raisons d'avoir peur. Donc, c'est très compliqué. J'ai encore peur. Moi, j'ai encore peur. Il y a la peur, il y a la honte, il y a la culpabilité, et elles auront d'autant plus peur tant qu'on les considérera comme des femmes faibles, et finalement elles auront d'autant plus honte d'en parler. Donc je crois que vous vous rendez compte, moi je suis agent de sécurité. Mais je comprends bien. Mais oui, c'est ça le problème, c'est que je pense aussi que les hommes sont beaucoup plus violents maintenant parce que certaines femmes ont une certaine autonomie et ne se laissent plus manipuler comme avant. Donc maintenant elles osent plus en parler. Qu'avant on en parlait moins peut-être, qu'il y en avait peut-être autant, mais maintenant les femmes sont de plus en plus indépendantes. Donc je pense qu'aussi les femmes qui, comme vous dites si bien Caroline, qui ont du mal à partir de cet homme-là, parce que c'est pas évident du tout. On a peur, on se sent complètement, on se vomirait dessus. Je vous le dis franchement, on se vomirait dessus. Moi, je suis en train, avec ma psycho, d'essayer de remonter petit à petit la pente. Mais je pense aussi que les hommes sont de plus en plus violents avec leurs femmes, parce que maintenant, elles ont le droit plus facilement à la parole. Elles ont un travail de plus en plus indépendant, et c'est ça qui ne leur plaît pas. De toute façon, la violence, c'est toujours un aveu de faiblesse. Tout à fait. Donc, les femmes sont, de façon générale, plus à l'aise avec les mots. Donc souvent ce qu'on retrouve chez les hommes violents, c'est cette impulsivité et souvent une difficulté à verbaliser. Donc face à des émotions comme ça, des choses qui les submergent, les coups viennent à la place des mots. Hein. Tout à fait. Et je pense que c'est un fait de société aussi. Hein. Ouais. Je pense moi aussi que le fait qu'il y ait plus de violence actuellement, vous avez peut-être... je ne sais pas s'il y en a plus ou c'est qu'on en parle plus aussi. Vous avez peut-être raison dans un certain sens, mais dans un certain sens seulement parce que je pense qu'à l'heure actuelle, de toute façon, dans un cas de conflit conjugal, c'est très clair. L'homme a tort, la femme a raison. Bon, non, alors, c'est pas aussi simple. Hein. Ah non, ça c'est pas... Non. Ça c'est inacceptable de votre part, de faire n'importe quoi. C'est pas aussi simple, je crois. Non. En tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné. Pascal, vous pouvez rester avec nous. On va également accueillir Laurent. Il y a beaucoup de réactions qui arrivent au 39 21. Bon courage. Bah oui, forcément. Bon courage à vous en tout cas, Pascal. Merci beaucoup, Caroline. C'était un peu le but d'ailleurs. Hein. Et je ne veux pas rabaisser les femmes, surtout pas. Mais je pense qu'on devrait avoir une plus grande égalité qu'on en a. Oui, mais vous, dans le sens des hommes sur les femmes. Donc, finalement, vous renversez un peu les choses. On accueille Laurent. Bonsoir, Laurent. On n'a pas vraiment Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'égalité, mais on parle pas de la même chose. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, je voudrais déjà vous féliciter pour votre émission. J'ai été intervenu il y a à peu près 3 ans sur votre antenne et c'est avec plaisir que je suis à nouveau en ligne. Alors voilà, j'ai bien écouté ce qui s'est dit. Je voudrais dire sur Robert quelque chose. Qui vous écoute. J'ai l'impression d'avoir compris le message qu'il le dit. Maintenant, malgré le respect que j'ai pour lui en tant qu'être humain, je pense qu'il formalise pas exactement bien les choses dans le sens où en fait, pour moi,
je veux dire, on se rend compte que il y a bien sûr, il y a toujours eu des violences qui ont été faites envers les femmes, ce qui n'a jamais été admissible, quelque titre que ce soit. Il y a également ce que j'appellerais des souffrances plutôt d'ordre physique et également des violences discriminatoires sur le lieu de travail. Hein. On en parle encore là à la télé ces temps derniers, les écarts de salaire, la précarité, il y a plus de femmes au SMIC, bref. Donc il y a tout un ensemble de souffrances vécues par les femmes à juste titre qui ne sont pas du tout admissibles. Il y a également des souffrances vécues par les hommes qui, elles, sont nettement moins physiques, enfin nettement moins sous forme de violence, qui sont plus sous forme de frustration, plus sous forme de sentiment de perdre un peu le contrôle de la situation, et puis avec, je pense aussi des fois un ego pas très bien placé, la sensation que on revient un peu dans les années 40-50, la pleine époque du gros mâle viril, passez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Heureusement qu'on en est sorti. Hein. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas opposer ces violences et ces souffrances, de quelque nature qu'elles soient, de la même façon que je pense que ça ne sert strictement à rien et que c'est même contre-productif que d'opposer les hommes et les femmes. Bon, il se trouve que j'ai eu l'occasion par le passé de travailler dans différents pays européens et quand je suis revenu en France, je me suis aperçu que en France, on était dans une logique d'opposition assez systématique. C'est ça qui m'a assez surpris à mon retour de l'étranger et je me suis dit comment se fait-il alors? J'aurais plus des hypothèses à avancer que des certitudes, mais est-ce que les souffrances, quelque nature qu'elles soient, est-ce qu'elles ne sont pas plus mal vécues qu'elles ne l'étaient un temps? Je m'explique. On est dans des années où, depuis quand même une bonne décennie, peut-être un peu plus, la situation économique fait qu'il y a de plus en plus de chômage, de précarité, donc plus en plus d'incertitudes sur l'avenir. Dans le même temps, les femmes prennent plus de... J'ai entendu le mot indépendance. Oui, c'est vrai, c'est une forme d'indépendance et c'est pas plus mal parce que ici on se remémore comment les femmes vivaient il y a quelques décennies en arrière et ça ne date pas d'il y a 4 ou 5 siècles. Hein. C'est beaucoup plus proche que ça de nous. C'était carrément des esclaves. J'ai pas peur du terme, même si ça peut un peu choquer, mais elles étaient bonnes à faire à manger, à s'occuper des enfants, c'était des vrais boniches, et le beau rôle était pour les hommes, c'était une société patriarcale. Alors ce que beaucoup d'hommes ont du mal à vivre, en tout cas dans une certaine logique, dans une certaine culture, dans lesquelles les hommes de 20, 30, 40, 50 et plus ont été bercés dans leur enfance, c'est qu'ils se disent maintenant c'est les femmes qui commandent. Alors on est encore une fois dans une logique d'opposition. Pour moi ce qui compte c'est plutôt une logique de complémentarité. Il y a des choses que les hommes savent mieux faire que les femmes, il y a des choses que les femmes savent mieux faire que les hommes, et s'ils travaillent main dans la main, le résultat sera exceptionnel. Pourquoi vouloir continuer à se taper dessus, entre guillemets, quoique des fois c'est pas entre guillemets, hein, et pourquoi vouloir s'opposer, pourquoi vouloir rivaliser, alors qu'on ferait mieux, je pense, de dépenser de l'énergie, et pas seulement ça d'ailleurs, à travailler sur la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient pour les femmes au travail, qu'elles soient pour les femmes à la maison et comment elles sont considérées. Ça, pour moi, il y a des avancées significatives qui ne sont pas encore faites. Mais également, et là je vais aborder un point un peu sensible, c'est que, j'ai entendu là dans vos conversations, on parlait de justice et que, moi je vais vous dire une chose, la France, qui est un magnifique pays, est quand même malgré tout un pays qui a plus de 90% de cas de divorce où on voit confier les enfants, la garde des enfants à la mère, quasi systématiquement, et que la petite dizaine de pourcents
et c'est même un peu moins, je crois, de cas où les enfants sont confiés au père, c'est quand la mère, elle, refuse de prendre les enfants, ou qu'elle est vraiment déficiente, ou qu'elle est de nature à mettre les enfants en danger. Autrement dit, quand on est en France, alors ça, c'est une frustration énorme. C'est une frustration énorme qu'en tant qu'homme divorcé, Oui, je ou comprends. en plus, si on a été un père aimant, bref, qu'on a été proche de ses enfants, qu'on divorce, et qu'en plus, vous avez face à vous un magistrat qui vous dit, écoutez, monsieur, vous allez payer la pension alimentaire, prendre les enfants 2 week-ends sur 4 et la moitié des vacances, c'est-à-dire quelques semaines par an, et basta. C'est sûr qu'on se prend ça dans les dents, on s'est dit, mais attendez, je voudrais quand même, moi, avoir mes enfants, et là, on vous dit, ah non, non, c'est pour la maman. Voilà. Alors, oui, ça, c'est une discrimination d'un type différent, qui n'est pas plus... Je suis d'accord avec vous. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est là où il y a des discours de pédiatres, je pense à Edwige Antier pour ne pas la nommer d'ailleurs, qui est vraiment dans le côté la mère, la bonne mère, la mère parfaite, l'enfant allaité jusqu'à 2 ans et plus, l'enfant qui doit dormir dans le lit, la mère dévouée, disponible, corvéable à merci pour son bébé. Où est le père dans tout ça ? Moi, je m'interroge toujours parce que effectivement, ce culte comme ça de la mère, on se demande où est passé le père. Donc là, je vous rejoins. Et il n'est pas normal, effectivement, que systématiquement, malheureusement, dans beaucoup de cas, en France, la garde soit systématiquement attribuée à la mère. Je suis d'accord avec vous. Je vais vous dire une chose. Excusez-moi, Robert. Je vais vous dire une chose. J'ai travaillé, j'ai vécu dans des pays du nord de l'Europe, et en fait. Si on prend les Pays-Bas, si on prend les pays scandinaves, si on prend même l'Allemagne, surtout le nord de l'Allemagne, vous avez en gros environ 30 à 40% des cas de divorce dont la garde est confiée au père et 60 à 70% à la mère. Bon. Bien. Enfin, en tout cas, ça c'est dit. On va pas développer parce qu'on peut pas développer chacun des points parce qu'il y aurait beaucoup de points à développer. Et vous avez beaucoup et vous avez parlé très clairement, repris posément certains points évoqués. Donc, je vous en remercie infiniment, Laurent. Quelques mails qui arrivent encore. Alors, il y a Sylvia qui dit merci Caroline de rappeler que c'est important une journée des droits des femmes, ne serait-ce qu'une journée. Je suis franco-argentine et je me bats à l'heure actuelle pour qu'on autorise une jeune fille de 14 ans à avorter après avoir subi un viol. En Argentine, l'avortement n'est pas légal et la population du pays fait circuler une pétition pour qu'on n'autorise pas cette jeune fille à avorter. Elle a dû faire appel à un juge pour avoir le droit à avorter. Alors nous, femmes de France, nous devons célébrer cette journée en honneur et pour ces femmes qui ne le peuvent pas, dit Sylvia. Il y a également, alors justement, Louis Jean-Pierre disait, moi ce qui me choque le plus, c'est qu'en France, au XXIe siècle, on soit encore obligé de faire une journée des droits de la femme. Mais voilà, Sylvia, finalement, à travers l'exemple qu'elle donne dans son mail, montre que, bah oui, c'est encore important, quoi qu'on en dise, des journées comme ça. Alors, merci à Moni et à Annie qui m'ont donné le titre exact du livre de Florence Aubenas, c'est Le quai de Ouistreham. Et puis il y a Christophe, allez, qui fait évidemment de l'humour, qui dit « Moi, je suis comme Landru, je suis pour la femme au foyer. » Je plaisante, bien entendu. Vive les femmes. Bah oui, elle a une vieille barbe, mais enfin bon, elle fait toujours rire. Allez, on accueille Michel maintenant. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir Caroline. Écoutez, je vais pas être longue, mais je suis simplement sous le coup de l'émotion parce que lorsque j'ai entendu l'ensemble de clichés, pardonnez-moi Robert, l'ensemble de clichés que vous avez pu dire tout à l'heure, ça m'a presque réveillée. J'étais prête à m'endormir, je me lève très tôt le matin, mais c'est terrible d'entendre des choses comme ça. Et vous savez, vous avez dit oui, mais vous vous rendez compte, c'est scandaleux, mais les hommes, mais c'est pas du tout de ça qu'on parle, je crois, dans la journée de la femme. Je crois qu'on parle de ce qui se passe en réalité. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a quand même des dizaines de milliers de petites filles qui sont toujours excisées et qu'on n'arrive pas à abolir ça. Il y a encore, même en France, dans les caves de certaines cités,
des petites jeunes filles qui sont brûlées vives par leurs propres frères et leurs propres cousins sous prétexte qu'elles avaient juste envie de sortir avec un petit Européen. Et ainsi de suite, je peux vous en dire plein, Caroline peut vous en dire autant, du même acabit que ça. Alors, dire que, oui, de temps en temps, il y a un homme qui subit quelque chose, je veux bien, mais écoutez, dans quelle proportion et pourquoi? Et surtout ne pas dire que les femmes qui restent, qui quelquefois sont battues ou frustrées ou battues, ou peut-être sans être battues, mais simplement tuées à coups de certaines paroles, restent chez elles. Il y a énormément de raisons, Caroline vous l'a dit tout à l'heure. C'est extrêmement complexe, c'est très, très, très difficile à expliquer. Peut-être que quelqu'un qui fait de la psychiatrie pourrait vous le dire un petit peu mieux, parce que ce sont des processus extrêmement complexes. Mais il ne faut jamais, jamais, je vous le dis monsieur, jamais, jamais dire que ces femmes, quelque part, restent pour une certaine raison. Il y en a peut-être qu'une quelquefois, pour sauver quelque chose, quelquefois aussi parce que elles subissent, il arrive qu'elles subissent une sorte de lavage de cerveau, et à la fin de 10-15 ans d'un certain régime, vous ne pouvez même plus réagir. Vous pouvez même plus vous dire, mais je suis un être humain et il faudrait que je cesse de subir ce genre de choses. Dans Je les vous cas de assure, violence, je vous il ne assure, faut pas Robert, essayer. ne dites plus ce que vous avez dit, parce que je vous assure, c'est terrible. Un SMS qui dit bravo Michel, bravo et un grand merci. Et Tinou qui dit il ne faut pas laisser dire pourquoi les femmes battues restent avec leur conjoint. C'est la peur de mourir. Je ne le souhaite à personne. C'est la peur et surtout il y a une sorte de manipulation extrêmement subtile qui fait qu'au bout d'un temps, la personne n'a plus, il y a certaines facultés qui sont complètement annihilées. C'est comme une anesthésie lente, mais qui est d'une force et d'une qualité telle que la personne ne peut plus se dire au bout d'un temps, je suis capable de m'en sortir, je suis capable de vivre autrement, je suis capable de dire non. Il faut jamais, jamais le perdre de vue, ça. Jamais. Mais Donc, vous voyez, qu'il n'y a pas de femmes. Je vous connais pas, monsieur, mais vous m'avez fait bondir dans mon lit. Hein. Mais ce que je veux vous dire, Michel, c'est que, par exemple, vous avez l'air de mettre en doute qu'il y ait beaucoup d'hommes qui subissent des violences et tout ça. Mais en fait, je mets pas en doute. Il y en a, et c'est inadmissible. Mais écoutez, combien d'hommes ont été brûlés dans une cave sous prétexte qu'ils avaient envie de sortir avec une Européenne, que ce soit des Turcs ou d'autres personnes. Combien? Écoutez, ça ne tient pas la route. Vous ne pouvez pas dans n'importe quel... Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui encore, dans des pays qui sont pas loin de nous, à 2 heures d'avion, il y a des femmes qui sont lapidées tous les jours. Vitriolées. Et vitriolées tous les jours. Tous les jours. Il faut... C'est pas une journée de la femme qu'il faudrait, c'est un mois. Oui, oui. En tout cas, qu'on continue d'y penser. C'est au moins, continuer à rappeler que partout il y a des femmes. C'est inadmissible. Seulement, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a des cas dont on parle pas suffisamment. Bon, on en a parlé. On l'a dit, Robert, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences. On le sait, c'est inadmissible de la même façon. Vous pouvez, on l'entend. Il est évident, on va pas justifier la violence des femmes à l'égard des hommes. Bon, mais maintenant, en général, se plaignent beaucoup moins. Alors on en entend pratiquement jamais parler. Mais si, parce que, comme dit, alors c'est vrai qu'il y a l'écureuil qui dit qu'effectivement, un homme qui se prend des coups, ça fait un peu vaudeville et puis il se sent ridicule. Bon, écoutez, en même temps, vous dites, il y a une seule journée. Vous vous rendez compte, une seule journée. Et vous vous rendez compte encore, regardez sur le plan mondial tout ce qui se passe. Actuellement. Moi, j'ai pas le chiffre, Caroline, mais aujourd'hui, il y a Est-ce qu'il y a autant de mutilations sexuelles, chez les hommes? Est-ce que combien sont et les crimes d'honneur et tout ce qui se passe. Donc, je crois qu'il est important d'en parler. Voilà. Alors, une question. Allez, on va conclure là. Bonsoir et merci beaucoup, Michel. Vous avez beaucoup de personnes qui disent non, discours calme, précis et argumenté. Merci à vous, Michel. On va devoir conclure. Ça sera la dernière question, Robert. Une dernière question. Une dernière, vraiment.
Bon, alors, quand il est question des tâches ménagères... On va pas revenir là-dessus, c'est dommage de revenir sur les tâches ménagères, vraiment. Après tout ce qui a été évoqué par Michel. Toujours le fait de faire la vaisselle, la lessive et tout ça. Il n'y a aucun travaux déshonorant, quel qu'il soit. Justement, ça serait bien. Tout à fait honorable. Ça serait bien que certains hommes l'entendent. Ça n'a rien de déshonorant, non. Et puis moi, vous savez, le nombre de fois que j'ai pu faire la vaisselle... C'est pas très marrant, mais bon, il faut le faire. Dans ma vie, faire la vaisselle, donc ça me fait pas bien. Allez, on va pas. Après tout ce qui a été évoqué, les situations graves, je crois. J'ai entendu chez la Libre Antenne, chez Jean-Marc Morandini, où effectivement il y avait beaucoup, les auditrices, enfin celles qui ont témoigné d'Europe 1 avaient beaucoup de chance. Elles avaient des maris qui les aidaient à repasser, à faire toutes les tâches ménagères. Tant mieux pour elles. C'est vrai que ce qui m'a frappé dans ce débat, c'était que c'était très franco-français, et j'avoue que ça m'a un peu, je me suis dit que parfois il faut un peu se décentrer et regarder que ce qui se passe aussi finalement à quelques heures de chez nous, à quelques heures d'avion. Voilà, regardez, et qu'il y a beaucoup à faire. Merci beaucoup. Je crois qu'on a vraiment compris, Robert, le sens de votre propos. Je vous remercie. Vous avez suscité beaucoup de réactions, et c'était notre façon à nous de parler, de ce centenaire de la journée des droits des femmes. Merci. Je voulais aussi susciter des réactions et voir ce que d'autres personnes pouvaient en penser. On les a entendus. Merci beaucoup. Voilà, alors. Merci Robert. Au revoir. Et merci à vous tous, Pascal, Laurent et Michel qui ont témoigné. Au revoir. Voilà. Alors une tentative d'explication du subversif quand on parlait de violence conjugale et finalement la difficulté de s'extraire de cette violence, qui dit: la victime finit par se voir au travers du prisme du bourreau, cela après même que la violence ait cessé, dur de se libérer tantôt dehors qu'en soi-même. Et puis on va changer complètement de sujet maintenant et accueillir Florence. Bonsoir Florence. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'avoir prise à l'antenne. Mais je vous en prie. Je vais expliquer mon histoire comme j'ai expliqué à Clémence. Oui. Donc en fait, je suis maman d'un petit garçon, j'ai 28 ans. Et le souci que je rencontre aujourd'hui, je dirais même depuis quelques années, c'est qu'en fait, je suis la confidente de ma maman. Donc, si vous voulez, en étant petit, on ne se rend pas vraiment compte. Donc, on essaye d'être conseillère, un petit peu aussi envahir par plein de choses, plein d'histoires qui ne regardent pas limite les enfants. Et je suis un petit peu émue. Donc, ce qui est difficile, je dirais encore aujourd'hui, c'est que les problèmes sont récurrents et on a réussi à passer à autre chose, mais ça revient de temps en temps. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je faisais un petit peu la médiatrice en étant petite. C'est-à-dire que mes parents se disputaient régulièrement. Oui. Et donc, je participais, je faisais un petit peu la médiatrice, à 9-10 ans. C'était pas. Et de quelle façon, alors, à 9-10 ans? Je faisais un petit peu l'arbitre, donc je les écoutais. Oui. Et puis, ce qui se passait aussi, c'est que ma chambre était juste en dessous de la cuisine, et souvent les disputes, c'était dans la cuisine. Donc forcément, j'entendais tout. Oui. Donc je descendais en pleine nuit, parce que moi, je ne pouvais forcément plus dormir. Et du coup, j'écoutais, et puis je faisais un petit peu l'arbitre, sans forcément prendre parti. Mais même la nuit? Oui. Il vous disait pas de remonter dans votre chambre et d'aller dormir? Jamais. Non. Oh là là, ouais. Non. Bon, on me l'a peut-être dit, mais moi... Oui, enfin, vous avez souvenir de comme ça, de lever... Ah oui, oui. Puis, je pense qu'on est marqué à vie, ce genre d'histoire. Bien sûr. Pas être la seule. Mais sachant que, moi, forcément, j'ai grandi, j'ai fait un petit peu ma vie, forcément, et je me rends compte qu'en fait, c'est toujours la même chose. Donc moi, c'est vrai qu'en grandissant, je leur disais, mais séparez-vous, faites quelque chose, parce que ce sont des histoires qui empoisonnent tout le monde, en fait. Donc à l'époque, moi on est 3 enfants, je suis la petite dernière.
Donc mon frère, quand il se disputait comme ça, mon frère était parti à l'armée et ma soeur faisait ses études, donc était en pensionnat. Oui. Donc j'étais la seule à la maison. Donc si vous voulez, j'étais un petit peu aussi la seule à savoir ça, à vivre ces choses-là. Donc même encore aujourd'hui, quand j'ai l'occasion d'en parler à mon frère, bon, il se rend pas vraiment compte et il veut pas s'en mêler parce qu'il a jamais voulu. Et puis bon, il est parti quand même tôt de la maison. Oui. Et bon, ma sœur, c'est autre chose. Je pense qu'elle a été choquée aussi, pas mal, mais elle prend pas les choses de la même façon que moi. Moi, si vous voulez, mon but aussi en participant, en essayant de faire la médiatrice, c'était d'arranger les choses. Moi, je voulais que tout le monde soit heureux, qu'on soit bien. Je voulais que tout le monde pose son gros Vous sac. vouliez les réconcilier. Voilà, exactement. Oui. J'ai toujours voulu faire ça, or ça n'a forcément jamais fonctionné. Et encore aujourd'hui, ce problème... Mais ils sont toujours ensemble, finalement. Ils sont toujours ensemble. Oui. Donc c'est leur façon de fonctionner, même si ça fonctionne mal, c'est leur façon d'être ensemble, très conflictuelle. Le problème, c'est qu'ils sont malheureux tous les deux. Ah oui, mais... Et nous, on ressent. Mais ils n'arrivent pas non plus à se quitter. Non. Eh oui. Il y a des couples comme ça, vous savez. Oui, mais enfin, comment... Alors moi, j'en arrive à un point. Alors si vous voulez, on a eu... Enfin, on se côtoie tous forcément. Et il y a eu une histoire avec ma sœur il y a quelques semaines, parce qu'elle s'est remariée. Et mon beau-frère, si vous voulez, fait des choses un petit peu dans... Ma sœur a besoin qu'on s'occupe d'elle, notamment financièrement. Donc mes parents ont toujours surveillé à ce niveau-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment mon beau-frère essaye de faire un petit peu des choses qui sont pas très, je dirais, entre guillemets, dans le respect de ma sœur. Et mon père s'en est rendu compte. Donc mon père, bon forcément, lui a dit clairement, mon beau-frère, écoute, si tu essayes de faire des coups en douce, attention, moi je vois très bien ton jeu et fais attention, enfin nous notre fille c'est important et on fera tout pour la protéger. Et en fait bon ils se sont un peu disputés, donc mon père ne veut plus les voir. Ma mère forcément ne comprend pas et tient avec mon beau-frère et ma sœur. Donc ça fait encore des histoires, ça déteint sur tout le monde parce que tout le monde a été un peu mis au courant. Et de fait là ma mère en veut tellement à mon père que maintenant, même notre famille, nos oncles et tantes, limite, mes parents vont plus voir personne, quoi. Parce que leur histoire à eux, de communication, ils ont tellement un gros problème de communication entre eux, que on se demande... Oui, c'est pesant quand les gens viennent leur rendre visite, ils le ressentent, Totalement. C'est compliqué, donc ils se disputent en présence devant témoins, finalement. Exactement. Quelles que soient les personnes qui sont là. Voilà. Ça les dérange pas. Ma mère, peut-être que même, finalement, ça les stimule. Qu'il y ait des témoins. Est-ce que, vous savez, parfois, ces couples-là se disputent moins quand ils sont seuls. Peut-être. Ça arrive, hein. Je vous dis ça, je sais pas, c'est peut-être pas le cas de vos parents, mais il y a des couples comme ça qui, quand ils sont seuls, ça se passe mieux, finalement, que quand il y a des témoins, que quand il y a les enfants ou d'autres. Quand il y a des témoins, si vous voulez, ça attise les conflits parce que du coup, là, ils osent vider un peu leur sac, leur rancœur, en espérant que il y en a un qui va prendre parti. Bon, on va continuer à en parler, hein, Florence, après le journal. À tout de suite, ne raccrochez pas. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Cette libre antenne est la vôtre. Vous pouvez témoigner de tout ce qui fait votre vie au 39 21 et à tout moment, vous pouvez intervenir puisque nous sommes en direct en envoyant un SMS au 7 21 21 code nuit ou par courriel sur le site dublanche.europe1.fr. Alors nous sommes en ligne avec Florence
Donc Florence, très tôt, vous avez été mise dans l'intimité de vos parents, puisque déjà à 9-10 ans, vous faisiez la médiatrice entre deux. C'est pas devenu votre profession depuis? Non, pas du tout. Non, vous n'êtes pas devenue thérapeute de couple. Non, mais c'est vrai que c'est une voie qui aurait pu m'intéresser. Ah bah oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Hein. C'est pas ironique, hein, vraiment. Non. J'avais pensé, mais le problème c'est que je préfère faire un métier justement qui n'est pas trop dans ce domaine-là. Vous avez suffisamment à faire voilà. avec vos parents. Voilà. Alors justement, vous avez 28 ans aujourd'hui et vos parents continuent à se disputer au point que ça déteint sur toute la famille, c'est-à-dire que ça les isole un peu du reste de la famille puisque les autres membres de la famille n'ont plus tellement envie de venir les voir puisqu'ils les prennent à témoin de leur scène conjugale. Et alors justement, avant le journal, je vous disais peut-être, il arrive, vous savez, dans ces couples comme ça, très très belliqueux, très conflictuels, ils se disputent parfois beaucoup moins lorsqu'ils sont seuls, parce que justement, il n'y a pas lieu de se mettre en scène. C'est-à-dire que dans ces cas-là, soit il faut en sorte un petit peu de s'éviter, chacun menant ses activités de son côté, et même au fond, quand ils se retrouvent, ils arrivent à se parler beaucoup plus posément. C'est plus calme, paradoxalement. Peut-être. Et c'est plutôt lorsqu'il y a un public que, dans certains cas, que là, ça s'envenime. Et oui, c'est compliqué de dire, puisque vous, quand vous les voyez par définition, ils ne sont plus seuls. Voilà. Donc, je les vois. Alors, malgré tout, j'arrive à avoir deux versions parce que bon, je parle aussi bien avec mon père qu'avec ma mère. Mais ma mère est plus méchante en fait, plus envers mon père. Plus agressive. Oui, plus agressive. Mon père est plus doux et bon, il conçoit totalement que ça ne va pas. Je vous avouerai qu'il a pris un gros coup de vieux depuis quelque temps. Et tout le monde nous dit mais c'est par rapport à ce qu'ils vivent, quoi, ce qu'ils font. Ça va faire plaisir à Robert ce que vous dites, que finalement c'est votre mère qui est plus agressive et votre père plus doux. Justement. Ouais. Je ne suis pas trop d'accord avec Robert parce que j'ai écouté un petit peu aussi ce qu'il disait avant. Oui. Dans le sens où ma mère m'a indirectement dit qu'il y avait de la violence en fait. Donc quand vous dites qu'ils se retrouvent qu'à deux, je pense quand même en étant seul, enfin en couple, il se passe des choses justement. On dit toujours. Quel genre de violence? Elle n'est jamais rentrée dans les détails. Mais je suppose qu'elle lui avait dit qu'elle voulait se séparer, qu'elle voulait divorcer, mais qu'il la menaçait en fait. Et vous, ça correspond pas du tout à l'image que vous avez de votre père, qui fait plutôt doux et un peu effacé, j'ai l'impression. Oui, effacé, mais je pense que, j'en ai entendu aussi parler tout à l'heure, quelqu'un me disait que peut-être que c'est un signe de faiblesse. Je pense que ça serait possible que mon père s'énerve parce que en effet, je pense qu'il n'a pas les mots et il perd vite patience. Il perdrait patience. Oui, mais enfin, vous savez, en général, alors, quand même, la violence. À moi, on sait qu'il y a des hommes aussi ou des femmes, des pervers qui ont un tout autre visage en privé, mais il y a quand même une impulsivité souvent dans la violence qu'on retrouve. Donc je sais pas, je suis un peu dubitative aussi là. Ouais. Bon, de toute façon, quelle est par rapport à ça, quelle est votre question? Parce que aujourd'hui, est-ce qu'on vous demande toujours, est-ce que vous prenez position, est-ce que là, parce quel âge ont vos parents là? Mes parents ont la soixantaine tous les deux. La soixantaine. Oui. Et donc, je leur ai clairement dit, on a eu une discussion, j'ai eu une discussion avec mon père seul, j'ai eu une discussion avec ma mère seule parce qu'on a eu l'occasion de se voir seul. Et ma mère, j'ai bien vu à sa tête que ça n'allait pas, donc dans ces cas-là, de toute façon, et moi j'ai dit clairement, de toute façon, moi c'est clair, je ne serai pas partie.
Oui. J'ai toujours senti qu'il fallait que je prenne parti, en fait, que je tienne avec elle. Et moi, c'est vrai que même ma vie de couple, on a subi un coup. Donc, je me retrouve toute seule avec mon petit garçon aujourd'hui. Ah bon ? Et de toute façon, le père de mon fils m'a dit clairement, c'est à cause de tes parents, quoi. Parce que vous vous préoccupiez trop d'eux qu'est-ce qui se passe ? Disons que on était fort fusionnels à l'époque. On était trop fusionnels avec ma mère et je pense que je m'en rendais pas compte en fait. Mais avec le temps, je me suis, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que oui, en effet, elle avait une grosse emprise sur moi et que je ne m'en rendais pas compte. Et aujourd'hui, c'est vrai que je fais un petit peu le bilan forcément et je me dis, oui, mais ça m'affecte toujours parce que même moi, je me dis, est-ce que j'arriverai à refaire ma vie, quoi, parce que ça m'empoisonne l'existence. Mais je comprends. Donc là, je vous dis, j'arrive à un point, j'ai envie de tout laisser tomber et de m'en aller, quoi. M'en aller avec mon fils, on s'en irait loin. Parce que vous êtes très proche géographiquement. Oui. Ouais. Oui. Oui, parce que si vous voulez, j'avais besoin de me retrouvant en plus seule. C'est un cercle un petit peu vicieux parce que je me suis retrouvée seule avec mon petit garçon, un petit peu démunie et puis totalement désorientée du fait de ce gros changement que je n'avais pas du tout prévu. Et le fait est, j'avais besoin d'eux forcément pour remonter un peu la pente. Et quand moi je vais mieux, c'est eux qui ne vont pas mieux. Et du coup, forcément, c'est le cercle infernal, quoi. Et je me dis, là, ça faisait quelques mois que pour moi, ça se passe bien, quoi. Je veux dire, je vis ma vie, j'ai du travail, ça se passe bien, j'ai un fils en bonne santé. Enfin, je veux dire, tout ce que tout le monde souhaite, quoi. Justement, vous pourriez vous éloigner, question travail, il y a une possibilité ? Pour le moment, non. pas immédiatement, mais... Vous pourriez demander une mutation Oui, éventuellement. Je pense que ça serait une bonne chose. Ce serait pas mal, oui. Parce que ça me permettrait de couper, pas couper les ponts, mais d'être moins présente, moins... Vous vous éloignez parfois, Florent, je vous entends parfois pas bien de votre combiné. Oui. Vous m'entendez mieux là ? Oui. Oui, j'aurais la possibilité de m'éloigner, mais pas dans l'immédiat en fait. Parce que je suis en reprise d'études, donc c'était un challenge pour moi. Et vous pouvez déjà travailler un peu en thérapie, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais sur la relation entre vous et vos parents. Est-ce que eux n'ont jamais consulté ? Si. Le problème, c'est que apparemment ils avaient commencé une thérapie de couple. Mais la thérapeute avait vu mes parents ensemble et un par un et elle les a revus une fois ensemble et elle en a conclu que le problème venait de ma mère. Donc si vous voulez, ma mère, sachant ça, elle a dit non, moi c'est terminé, les psychologues ou les thérapeutes, c'est bon quoi. Ouais. Et moi c'est vrai que j'étais très tôt attirée par la psychologie et ça l'a dérangée. Ça l'a dérangé parce que j'ai décelé plein de choses. Je faisais plein de rapprochements avec toutes mes lectures et ça ne m'y convenait pas. Oui, ça va bien tant que vous êtes un soutien inconditionnel. Voilà. Or, comme vous l'avez dit, vous ne pouvez pas prendre position parce que ce sont vos parents et que vous les aimez. Exactement. Donc vous ne pouvez pas. Vous voyez, à un moment, vous étiez même dans une position intenable. Ce que pourrait dire quelqu'un d'extérieur, de dire, mais enfin, puisque c'est si infernal entre vous deux, séparez-vous. Mais lorsque c'est un enfant qui le dit, ça devient très difficile, parce qu'un enfant ne souhaite pas voir ses parents se séparer. Totalement. Mais en même temps, ça se comprenait que vous disiez cela, parce que évidemment, vous les voyez au quotidien se déchirer, donc vous en veniez à penser, dire, il vaut mieux qu'ils vivent séparément et qu'ils essaient d'être heureux, chacun de leur côté. Mais ça vous mettait dans une position infernale, quoi que vous fassiez. Et ça pouvait même se retourner contre vous. Et d'ailleurs, ça s'est retourné contre vous différemment aujourd'hui dans votre vie d'adulte. Oui. Donc, de toute façon, un enfant ne peut jamais
être, jouer un rôle d'arbitre dans les problèmes conjugaux de ses parents, hein, c'est évident. Et quand il devient le confident de l'un, ça le met dans une position extrêmement difficile, puisqu'être le confident de l'un, c'est être d'une certaine façon complice de l'un contre l'autre. Exactement. Surtout s'il entend pique-pendre sur l'autre parent. Donc c'est d'une certaine façon le priver, l'amputer aussi de cet autre parent, lui dire que c'est comme s'il n'avait pas le droit d'aimer son autre parent. Et ça, c'est intolérable. Parce que de la part de l'adulte, l'adulte a des possibilités, s'il n'est pas bien dans son couple, de se faire aider, de partir. Bon, or c'est ce que je vous disais dès le départ, c'est que finalement, vous voyez, quand vous étiez petite fille, ils s'entendaient déjà pas bien. Vous êtes une jeune femme de 28 ans, ils sont toujours ensemble. Donc finalement, ils sont dans une relation évidemment qu'on ne souhaite pas, hein, qui est une relation où ils s'entendent de ces faits de conflit, où on a l'impression que chacun cherche plutôt à empoisonner l'autre qu'à lui faire plaisir. Mais pour autant, ce n'est pas une raison de prendre parti, d'essayer de faire quelque chose pour eux. Et même vous pouvez leur dire ce que vous pouvez faire concrètement et symboliquement, mais symboliquement et concrètement, les deux peuvent être liés. C'est lorsque vous êtes en leur présence et qu'ils commencent à s'invectiver, à se disputer, quittez la pièce. Oui, de toute façon, je leur ai déjà dit. Hein. Quand on est là, même quelquefois avec mon fils, il commence à se chamailler. Hein. Je dis ça gentiment, mais c'est pas du tout se chamailler. Et moi, je dis clairement, écoutez, on est là. Soit on passe un moment en famille, voilà. Et on profite. Sinon, nous, on s'en va. Exactement. Dire écoutez, sachez au moins profiter, soit vous profitez un peu de notre présence pour passer un moment agréable, pour faire une trêve. Si vous n'en êtes pas capable, eh bien on repart. Donc soit ils en tiennent compte, ils tiennent compte de vous, de la présence de leur petit-fils. Et sinon, effectivement, vous pouvez partir. Mais je l'ai déjà fait. Mais vous avez raison. Oui. Parce que de toute façon, quand vous êtes là, ça ne change rien. Et je vous dis, ça peut même, au fond, la présence de tiers peuvent être des déclencheurs. Hein. Mais ça dépend qui. Ça dépend la présence de c'est fort probable. Bien Parce sûr. que moi, je pense que du fait que j'ai toujours été là durant ces scènes, ça ne m'échoppe pas. Encore aujourd'hui, que je sois encore présente. Par contre... Mais évidemment, c'est une prolongation de ce qui a été fait. Voilà. Mon frère, s'il revient avec sa famille, ça se passera bien. C'est obligatoire. Toujours. Il n'y a pas de chamaillerie. Et oui, vous avez été mise très tôt à une place qui n'était pas la vôtre. Voilà. L'enfant n'a jamais à être le confident du parent. Et alors confident, effectivement, surtout pas de ce qui se passe dans le couple, où il est amené à recueillir des confidences qui le dépassent compte tenu de son âge et qui abîment l'image de l'autre parent, et où parfois il peut recevoir des confidences très intimes. On voit malheureusement parfois des enfants qui reçoivent des confidences, y compris sur l'intimité sexuelle du couple. Enfin, on entend parfois des choses complètement folles. Bon, ça n'a pas été jusqu'à ce niveau-là, quoi, mais bon, ils étaient en souffrance malgré tout. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est que, en plus de ça, deux faits graves, marquants et très graves, c'est qu'ils ont tenté de se suicider tous les deux. Ah oui, donc, ma mère a pris des médicaments, j'avais 6-7 ans. Donc, le docteur qui vient à la maison... Ensemble, vous voulez dire? Non, mais chacun a des moments, à des périodes différentes. Hein, mais
Donc ma mère, j'avais 6-7 ans, elle a pris des cachets, donc le médecin qui arrive à la maison, moi je ne comprenais rien, forcément. L'ambulance qui vient la chercher, elle part à l'hôpital. En plus à l'hôpital, à l'époque, alors je ne sais pas encore si c'est comme ça maintenant, mais on n'a pas le droit d'aller voir les parents tant qu'on n'a pas tel âge, donc je ne pouvais pas voir ma mère. Alors je me souviens, j'avais fait un dessin, donc juste pour vous dire la douleur, ce que j'ai ressenti, je me dis, bon, ça va mieux, mais je veux dire, j'avais fait un dessin, excuse-moi. Sur le dessin, j'avais dit, excuse-moi maman, parce que je pensais que c'était de ma faute. Personne ne m'a rien expliqué, personne ne m'a rien dit. Moi, je pensais que c'était de ma faute, quoi. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que quand... Ouais. bon, alors là, en plus, c'est dramatique, hein, puisque... Ouais. Un parent qui veut mettre fin à ses jours, là, bon, l'enfant peut croire qu'il a fait une énorme bêtise, et en même temps peut avoir un sentiment d'abandon, mais même lorsque les parents se disputent. Oui, on peut totalement. se dire, au fond, peut-être que c'est parce que je suis pas assez gentille, c'est parce que c'est à cause de moi, donc c'est assez infernal, hein. D'ailleurs, je reçois un message du subversif qui dit la transgression symbolique qui vous a vu mêlée à l'intimité du couple parental vous a placé dans une situation nocive pour l'enfant que vous fûtes, comme pour l'adulte que vous êtes. Oui. Vous avez compris, vous, le message? Bon, non, parce que j'ai eu des réactions qui... Il y a Marie-Claude qui me dit, vous pouvez fournir le décodeur pour la fréquence subversive. Il y a Georges qui me dit, on n'a rien compris au message du subversif tout à l'heure. Et puis il y a Jaco qui dit, oh non, moi le submersible, je comprends pas tout quand il cause. Il pourrait faire un effort quand même. Ben oui, mais je sais pas. Il y a Sergio, il dit, moi je voudrais le subversif. Il avait dit pour les nuls. Non, c'est vrai qu'il y a des messages. Il y a des messages du subversif. C'est vrai que parfois il fait un peu fort. Je vous avoue que c'est compliqué. D'ailleurs, parfois je les lis pas parce que je me dis qu'est-ce qu'il veut dire là. Il est complètement plongé là. C'est lacanien au possible. Bon, là, oui, c'est trop d'intimité. L'enfant n'a pas à être mêlé à l'intimité du couple parental. Voilà la version décodée. Voilà. Est-ce que Béatrice veut intervenir ou non? Je crois que Béatrice nous avait appelé le 3921 et elle disait que elle se reconnaît dans votre témoignage parce qu'elle disait que ses parents étaient tantôt très proches l'un de l'autre, assez fusionnels, et puis par moments ça partait complètement en vrille, en dispute, et que ça l'a beaucoup perturbée dans sa vie de femme, qu'elle a eu beaucoup d'échecs dans ses relations avec les hommes, parce qu'elle avait peur un peu de reproduire ce schéma de couple. Voilà. Mon problème aujourd'hui. Non, mais je pense que c'est pas forcément, ça veut pas dire que vous reproduirez ce problème, c'est-à-dire que vous êtes trop préoccupé par vos parents. Oui. Pour, au fond, construire votre vie. Alors, construire, vous avez ce petit garçon, vous avez aimé son père, voilà. Bon, vous en êtes séparés, mais vous avez quand même pu... et c'est pas rien d'être devenue mère, c'est là que vous avez quand même pu vous rapprocher, devenir mère, c'est se rapprocher de sa mère, quand même, donc... Ah, mais elle m'a pas mal aidée, enfin, je veux dire... Elle m'a même fortement aidée, quoi. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Mais bon, la seule chose que je reproche, en effet, c'est d'avoir participé. Ah oui, mais ça, bien sûr. Oui. Et encore aujourd'hui, quoi. Alors, il y a le Belge qui dit, ça me fait penser au film Le Chat avec Gabin et Signoret, un couple déchiré mais inséparable. Et puis, il y a Jean-Louis qui dit, Florence, éloignez-vous de vos parents, faites une psychothérapie et essayez de trouver un homme comme Robert. Un peu plus jeune, quand même. Voilà, donc, et puis il y a Prune qui dit, vos parents sont dans une relation névrotique, tenez-vous le plus possible à l'écart. Mais bon, pour la famille, c'est malheureux parce que j'ai une envie qu'on ait une famille. J'ai toujours en fait rêvé d'une famille, qu'on soit bien ensemble, fusionnelle. La famille idéale. Oui, voilà. Voilà. Oui, mais peut-être que justement, vous savez, la famille idéale, d'abord... Qu'est-ce que ça veut dire? On a tous dans la tête une idée comme ça de la famille idéale. Mais justement, je crois que
vous allez aussi, c'est ce que vous allez aussi construire, vous. Je dis pas de façon idéale, parce que nous ne sommes pas des êtres idéaux, mais vous allez vous construire une relation à un moment de couple. Mais pour ça, il faut que vous vous éloigniez un petit peu de vos parents, de leur fonctionnement, qui est le leur, qui est peut-être pas si bon. Ils y trouvent aussi un peu leur compte dans ce fonctionnement-là. C'est ce que je dis à ma mère. Je lui dis, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, même si c'est bon, c'est conflictuel, mais c'est leur façon à eux de s'aimer. Oui. Je pense que ma mère est déçue en fait de sa vie. Ah oui, mais ça... Bon. Je pense qu'elle est déçue de sa vie. Oui, mais elle peut, peut-être qu'elle ira un jour en parler. Bon. Elle ne doit pas vous faire porter ses déceptions. Oui, hein, c'est sûr. Donc tenez-vous un peu à l'écart. Oui, à l'écart et pour se protéger. Le plus possible pour justement garder avec elle une relation plus sereine. Et je pense que le fait de parler un peu vous aiderez à ça, parce que c'est pas facile effectivement de savoir ses parents dans une certaine souffrance, mais ça vous permettrait peut-être un peu de relativiser, de comprendre que elle en dit peut-être plus que... Vous voyez, elle présente peut-être une version un peu dramatique des choses, alors que son quotidien l'est peut-être moins. Je ne sais pas, hein, mais peut-être au fond. C'est possible aussi. Hein, c'est certain. Enfin, je pense pas qu'elle soit... Enfin, c'est quelqu'un de très engagé au niveau de la religion, donc je pense pas qu'elle irait mentir ou raconter... Oui, mais bon, en tout cas... Bon, il faudrait que vous appreniez peut-être un peu à parler de vous, si c'est dans la relation par rapport à vos parents, mais que vous preniez un peu de large par rapport à ça. Donc voir quelqu'un et on discute. Peut-être, oui, ça pourrait vous faire du bien. Ok. Merci en tout cas de votre appel, Florence. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Petit message de Sergio à propos de la famille idéale qu'on a un peu tous et toutes en tête, qui dit oui, hélas, toutes les familles ne sont pas la famille Ingalls et ne vivent pas dans une petite maison dans la prairie. Et oui, mais même là, il y a une Nelly Olson qui vient un peu gâcher le paysage, et en même temps, ils mettent un peu de piquant parce que finalement, la petite maison dans la prairie sans Nelly Olson, ça sera un petit peu ennuyeux. Donc bon, voilà, il faut bien dire ce qui est. Allez, on va accueillir... je voulais faire un petit clin d'œil amical à Kader de Carcassonne qui écoutait attentivement la première heure de l'émission sur le débat consacré à la journée du droit des femmes. Et il disait quel match avec Robert, là, voilà, il donnait des points là aux uns et aux autres. Donc ça lui a beaucoup plu cette première heure. La prochaine fois, n'hésitez pas à participer, à vous joindre à nous, mon cher Kader, en appelant le 39 21. On accueille tout de suite Martine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Martine. Bonsoir. Oui. Je vous écoute. Oui, alors, voilà, j'ai entendu un soir, je crois que c'est Michel Parisi, présenter son livre Les Aimants. Jean-Marc. Ah, peut-être Jean-Marc, oui. Oui, je crois, oui. Oui, peut-être. Bon. Donc, il parlait de son livre Les Aimants, les Aimants. Et il disait donc que les aimants, c'était des êtres qui se quittaient pour ne pas se quitter. Et bon, moi, ça m'a interpellée. Je ne sais pas si ça vous interpelle. Les aimants sont des êtres qui se quittent. Les aimants, ce sont des êtres qui se quittent pour ne pas se quitter. Non, ça vous dit rien? J'écoute et je réfléchis, je réfléchis. Je vais vous expliquer. Bon, je pense pas que ce soit... Je n'ai pas lu ce livre. Non, de toute façon, j'ai été déçue par le livre parce que finalement, il ne parle pas du tout de ça. Donc, voilà. Alors, vous, c'était cette phrase qui vous avez vraiment... C'est ce qu'il a dit en présentant son livre, c'est ce que j'ai retenu. Ce sont des êtres qui se quittent. Ce sont des êtres qui se quittent. Sans jamais se quitter. Non, pour ne jamais se quitter. Alors... Bon, force. Il faut laisser les jeunes de côté, c'est-à-dire que les jeunes qui s'aiment, qui créent une famille. Qu'est-ce que ça a évoqué pour vous au point que vous m'en parliez ce soir, que ça vous ait donné l'envie d'acheter ce livre? Qu'est-ce que c'est que cette phrase a résonné
a fait écho à quelque chose. Oui, tout à fait. Bon, mon histoire. Hein. C'est-à-dire, bon, je parle même pas du quotidien, le combat des pâtes trop cuites contre les pâtes pas assez cuites. Ça vous tue Ah un là, on amour, tombe dans quelque chose de... Voilà. Là, ça partait dans... C'est très, trivial, là, tout d'un coup. Oui, Mais ça fait partie du quotidien, vous avez raison. Oui, justement, là, ça vous tue un amour en rien de temps. Hein. Moi, j'ai pas tenu un mois. Hein. Al dente, voilà, les pâtes, Martine. Oui, non, moi, je l'ai vu très cuite. Alors, oui, mais ça, alors là, moi, je comprends votre compagnon. Bon, alors... Ah oui, ça, moi, alors là, non. Au bout d'un mois, j'ai pris ma valise et je suis partie. Et puis, bon, je parle surtout du train-train dans la relation amoureuse. Quand on commence à remarquer que l'autre met un peu trop son doigt dans le nez, qu'il sort sa langue quand il mange, qu'il commence à vous raconter 2 ou 3 fois la même histoire, à vous faire écouter 2 ou 3 fois la même musique, bref... moi, je pense que dans la relation amoureuse, chacun des 2 aimants doit toujours étonner, surprendre l'autre. Je crois que la relation est riche à ce moment-là, alors que dans la routine, on s'installe dans la médiocrité, et là, alors là, c'est le pire des échecs. Alors, se quitter pour ne jamais se quitter, je continue à réfléchir, vous l'opposez à la routine, pour rester toujours dans le désir, alors. C'est-à-dire, oui, c'est ça. On laisse toujours, oui, évidemment, là, on ne reste pas dans la, c'est-à-dire que on n'est jamais abîmé par le quotidien, par la routine, et on resterait dans le désir. Dès que vous sentez que la routine s'installe, hop, il faut se quitter. Parce qu'au moins, vous gardez l'amour. Donc, si vous voulez, je reviens à mon histoire. Oui, mais alors, finalement... mais si l'amour... Quel amour, tout dépend de ce qu'on appelle l'amour aussi. L'amour épisodique. On se voit de temps en temps, on voyage ensemble, mais surtout, on évite la routine. Et là, on préserve l'amour. On préserve la médiocrité, on préserve l'amour. Non, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Écoutez, longtemps, j'ai pensé un peu comme vous. Et puis, finalement, non, j'ai plus cette position-là aujourd'hui. Excusez-moi, vous pouvez me dire dans quelle dizaine d'âge vous vous situez? La quarantaine. Oui, moi, j'approche de 70, hein. Mm-hmm. Et puis, bon, moi, ça a été un peu comme dans la chanson, hein. C'était le tourbillon de la vie de Jeanne Moreau. On s'est connus à 3 ans, on s'est reconnus à 5 ans, je l'ai quitté à 8 ans, on s'est retrouvés à 10, et puis comme ça jusqu'à 23. Moi, je me suis mariée. Il s'est marié, et puis voilà, chacun pour ça est reparti dans le tourbillon de la vie. Et puis moi, j'ai tellement tourbillonné que je me suis cassé la figure il y a 2 ans, mais alors, bien, hein. Bien. Voilà, je veux pas mettre une note noire dans votre émission. Mais on peut mettre toutes les notes dans l'émission, vous savez. Oui, mais enfin bon, évitons. Tout le monde comprend, de toute façon. Et puis, voilà, il m'a retrouvé il y a 2 ans. Et puis voilà, et puis on s'est reconnus. Et puis maintenant, non, si je veux pas qu'on se quitte, j'ai demandé un break. Qu'il a refusé. Et pourquoi? Par peur de tomber dans la routine de nouveau? Parce que j'ai senti que il commençait à m'agacer, je commençais à l'agacer, il commençait à se répéter, et donc voilà, j'ai dit, là, il vous faudrait un break pour préserver la relation, et puis bon, c'est un break qu'il refuse, quoi. Lui, puisqu'il ne peut pas tout avoir, il préfère n'avoir rien, et je trouve que c'est bête. Non? Il est différent de vous? Il ne fonctionne pas comme vous? Est-ce bête pour autant? Non?
Il n'a pas la même vision Non, du couple et de je rigole l'amour. quand je dis qu'il est bête. Oui, c'est bête pour vous. Ah, c'est bête pour moi, oui, parce que moi je suis Mais pourquoi malheureuse. avez-vous si peur que finalement le quotidien, la routine abîme tout? Mais parce que je l'ai senti. J'ai senti que ça allait arriver. Vous sentiez ça. Et il n'y a pas façon de faire autrement qu'un break, qu'une coupure, qu'une séparation? Parce que vous savez, qui dit break, qui dit séparation, il n'y a pas forcément de retour possible. Moi, je crois qu'après, quand on s'en va, on s'en va. Non, mais séparation, bon, on peut s'écrire, on se téléphone et puis. Ah voilà, oui, on d'accord. se Si vous voit. faites des breaks comme ça, d'accord. Oui, Oui. oui, oui. On n'a pas la même notion Non, moi, de break et de la je dis séparation. un break dans l'espace, quoi. Oui. Et un peu dans le temps. Hmm. Et je pense que c'est la seule façon de préserver, voilà, un amour surtout. Bon. Mais peut-être vous à m'avez notre âge. demandé, là, c'est vrai que je comprends ce que vous dites parce que ça dépend, je pense, ce que l'on vit, selon, il y a des moments différents dans la vie. Mais bien Il y a sûr. on a des attentes différentes. Donc, je pense être comme ça dans, vous voyez, le côté maintenir le désir, cet état amoureux, ces premiers temps de la rencontre, un moment carburé comme ça, à cette passion dévorante. Allô, allô, vous êtes toujours là? Allô? Ah ben on a perdu Martine. Oh non Martine, n'allez pas me laisser là au moment où on parle de passion dévorante, de désir, Eh ben tant pis, je vais continuer. Allez, on n'arrête pas, on va essayer de rappeler Martine. Je disais, c'est ça, enfin ça dépend. Il y a des gens qui sont pas forcément attirés par ça, qui recherchent davantage de stabilité, de quiétude, de construction, mais je pense que au bout d'un moment, on peut se lasser aussi de ça. Parce que c'est toujours un peu pareil finalement, alors que vraiment aller à la rencontre de quelqu'un, alors ça c'est après aussi c'est une rencontre qui vous fait changer. Il faut vraiment avoir envie de connaître cette personne et peut-être il y a une personne qui ne vous fait plus avoir peur du quotidien justement parce que dans ce quotidien il y a des personnes qui savent aussi y mettre de la fantaisie, l'enjoliver, l'embellir. Comment? Ah, vous êtes revenu. J'aime bien Martine, elle repart comme si. Où étiez-vous passé? On n'en manque pas de la fantaisie. Il y a le subversif qui dit Martine a mis de la distance pour maintenir son désir pour Europe 1. C'est excellent, c'est très bien vu. Ouais. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Non, je suis fidèle à Europe 1. Ah bon, eh ben alors voyez qu'on peut être fidèle je suis fidèle et à quand mon même. ami aussi. Oui. Mais bon, là, vous parlez du désir. Attendez, j'ai quand même près de 70 ans quand même. Quoi. Et alors? Non, mais le désir, pas- moi je parle au Non, sens non. large. Oui, bon, quand même, c'est pas vraiment du désir, c'est d'un échange de Mais je tendresse, comprends ce que vous voulez voilà. dire, de maintenir un Voilà. niveau d'attention, un niveau de voilà, pas s'engluer, de dire Oui. bon chérie, t'as pris le pain pour ce Oui, soir, voilà, oui. qu'est-ce qu'on mange, De continuer, voilà, baigner dans de cette dire bon, tendresse, dans ces échanges, voilà. Oui, je comprends. Alors il y a Brigitte qui dit il peut y avoir un vrai bonheur à partager aussi les petites choses du quotidien. Mais et attendez, c'est pas parce qu'on va se voir que tous les 15 jours ou qu'on va faire un voyage et on partage. On partage même par écrit, par téléphone, on partage. On partage. Ah ben oui. Mais alors est-ce que vous êtes prête à au fond cet homme à ne plus le voir du tout? Non, justement, j'arrête pas de lui écrire, de lui téléphoner, c'est de lui faire comprendre. Il veut pas comprendre. Mais je pense qu'il comprend très bien, Martine. Il faut pas le prendre pour plus bête qu'il est. Simplement, lui, il n'a pas. Non, il est loin d'être bête. Ben voilà, c'est qu'il n'a pas envie. Il ne partage pas votre vision. Il n'a pas envie d'un break. Simplement, peut-être lui dire que
vous trouviez qu'il y avait une baisse de... Vous vous installiez comme si c'était un peu acquis, que vous aviez besoin à ce moment-là de davantage d'attention. Enfin, et peut-être que vous aussi, de votre côté, vous vous engagez à être plus attentive, faire un peu mea culpa. Je pense pas que ce soit un besoin d'attention. Je pense que c'est justement c'est peur de perdre de la richesse dans la relation. Oui, c'est ça. Vous avez peur, oui. Je suis pas dans l'attente là. J'ai été comblée, il me comble. Hein. Et non, c'est perdre justement cette qualité de relation. Ben, mettez plutôt en avant à ce moment-là ce qui est tellement important dans cette relation, plutôt que de le prendre à revers, cet homme. Et ben voilà, et la seule façon de mettre en avant, c'est de mettre à la poubelle tout ce qui justement peut l'abîmer. Tout ce qui va faire. Oui, mais là, il peut avoir l'impression, le sentiment que vous mettez tout à la poubelle. Y compris votre relation. Là, c'est comme ça qu'il réagit, ouais, c'est vrai. Et oui, c'est peut-être là où il y a un malentendu. C'est qu'il a l'impression il peut avoir l'impression que vous jetez tout, alors que vous avez dit exactement l'inverse, que vous avez peur de perdre cette qualité de relation. Mm-hmm. Et par peur de perdre, vous anticipez et vous allez précipiter les choses. Eh bien oui, mais voilà, bon, j'ai pas trouvé les mots alors, on va dire. Oh, vous savez, non, je crois que je comprends votre peur. Donc peut-être vous semblez beaucoup y tenir à cet homme, donc ça serait peut-être dommage de... Oui. Oui. Ça dure depuis l'âge de 3 ans, quand même. Alors, il ne faut pas le laisser passer comme ça. Eh ben non. Eh non. Hmm. Alors, comment le retenir, ça? En lui parlant. Vous avez la solution, En lui parlant, je pense. Autrement qu'en lui donnant le sentiment que vous jetez tout ce qui vous est apporté jusqu'à présent. En mettant en avant, justement, à quel point vous tenez à cette relation. Et c'est pour ça que vous avez peur de la perdre. Et d'ailleurs, j'ai pas encore trouvé les mots. Mais vous allez les trouver. J'espère, peut-être vous allez m'aider. On en a parlé ensemble. Peut-être les auditeurs aussi. Voilà. Il y a Orchidée qui dit aimer l'amour ou aimer l'autre. La routine, c'est aussi la tendresse. Et se quitter ne préserve rien d'autre que la peur de l'échec. Alors, un petit message en réaction à ce que nous disait Martine sur finalement ce besoin qu'elle ressentait de faire un break dans son couple pour échapper à la routine, pour retrouver le désir au sens large. Michel nous envoie un petit courriel pour dire on peut vivre ensemble de façon continue et avoir l'un pour l'autre un amour grandissant au fil des années, une tendresse qui progresse au fil du temps. C'est ce que je vis avec ma compagne depuis 25 ans et on se regarde avec toujours plus d'affection. Si on s'apprécie vraiment, on n'éprouve pas le besoin de se séparer pour mieux se retrouver. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre? Brigitte me dit, pourquoi dites-vous, Caroline, qu'une séparation provisoire est forcément définitive? Non, là je disais dans le contexte de Martine, je disais que c'est pas toujours possible de revenir après un break. L'autre peut ne pas être d'accord, donc il faut faire attention et ne pas trop jouer. Je n'ai pas dit que Martine jouait, mais là j'en parlais de façon plus générale. Donc il y a des séparations provisoires qui ne sont pas définitives. Je n'en faisais pas une généralité. Je voulais faire un petit clin d'œil à Stéphanie qui nous passe un petit bonjour du Luxembourg. Elle nous écoutait quand elle faisait ses études en France et elle continue aujourd'hui du Luxembourg, ainsi qu'à Clotaire qui dit: je vous écoute depuis plusieurs années maintenant, vous m'avez accompagnée dans des moments difficiles et parfois plus heureux, mais ce sont dans les moments difficiles que je me suis sentie très proche de vous. Et puis bonne nouvelle, mon cher Sergio, et puis pour tous ceux qui sont
amoureux des mots du subversif. Il a pris une résolution, le subversif, ce soir, en vous écoutant, et il s'est rebaptisé l'hermétique. Il dit: je vais préparer une vulgate aux éditions Europe 1 avec un lexique tout spécialement à destination de ce cher Sergio. Ça serait pas mal, ça, quand même, hein. Ça aurait de la gueule, j'avoue, quand même, hein. Aux éditions Europe 1, le subversif, pas pour les nuls, parce que ce serait pas sympa quand même pour Sergio, pour tous ceux qui nous font l'amitié d'écouter, mais pour tout, il faudrait trouver le subversif comme ça, en, je sais pas, on 10 leçons, 15 leçons. Ah, il va falloir que j'en parle, ça aurait de la gueule, je l'avoue. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle nuit, faites de jolis rêves. À demain, bien sûr.